Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour, moi c'est Herman Niadjimi, je suis enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'introduction à la théorie des graphes. C'est un cours qui intéresse les élèves de classe de première D, C, E et même TI. Alors, ce cours est très nouveau pour vous qui arrivez en classe de première, parce que depuis votre parcours, vous n'avez pas encore entendu parler de la théorie des graphes. Donc, il est très impératif à tout élève de la classe d'être concentré, attentif, afin de pouvoir bien piger les notions que nous allons enseigner. Alors, c'est un chapitre du module 22, c'est-à-dire organisation et gestion des données. Ça veut dire que s'il est un chapitre de ce module, c'est que la théorie des graphes nous permet aussi à organiser et à gérer correctement les données. Alors, motivation. La théorie des graphes permet de concevoir et d'implémenter des approches pour résoudre des problématiques liées à des domaines divers tels que la gestion des horaires. Par exemple, affectation des fréquences, la gestion des tâches, la télécommunication, la finance, par exemple dans le but de maximiser le profit ou de minimiser le coût des dépenses, par exemple. Donc, ce chapitre ou cette leçon nous donne des ressources nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes faisant intervenir l'organisation et la gestion de certaines données. Alors, objectif. Initier chez l'apprenant la théorie des graphes. Montrer comment les graphes peuvent être une méthode de résolution des problèmes intéressants. Donc, cette leçon vise deux objectifs principaux. Premièrement, on doit initier chez l'apprenant la théorie des graphes. Donc, l'apprenant doit être déjà capable de comprendre ce que c'est et de pouvoir même manipuler. Montrer comment les graphes peuvent être une méthode de résolution des problèmes. Alors, comme le disait un mathématicien, faire les mathématiques, c'est apprendre à résoudre les problèmes. On ne peut pas faire des mathématiques sans les utiliser pour résoudre des problèmes concrets. Et comme dans l'APC, l'objectif est de pouvoir mobiliser les ressources de manière à rendre l'enfant compétent, c'est-à-dire prêt à résoudre des problèmes concrets de la vie, faisant intervenir la notion enseignée. Voilà pourquoi, chers élèves, je vous demande d'être très attentifs. Alors, prérequis. Soit la figure ci-dessous. Petit a, comment appelle-t-on les points A, B, C, D, E, F, G et H? Comment appelle-t-on les segments AB et EF? Donnez le nombre de segments de cette figure. En contrôle de prérequis, nous allons commencer d'abord par examiner cette figure qui vous est proposée. Quand nous la regardons, nous voyons que c'est un cube. Et pour nous qui venons de la classe de seconde et même troisième, nous allons remarquer que les points A, B, C, D, E, F, G et H sont des sommets pour le cube. Les segments AB et EF sont des arêtes. Et si nous voulons trouver le nombre de segments de cette figure, c'est que nous sommes en train de vouloir trouver le nombre d'arêtes. Il est clair que si nous comptons clairement, il suffit seulement de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Quand nous comptons, nous constatons que cette figure a 12 segments, c'est-à-dire 12 arêtes. Voilà donc en contrôle des prérequis ce que nous pouvons dire. Alors, situation, problème. Monsieur Ndo, Monsieur Nana
et M. Fégué sont 3 professeurs d'un lycée et doivent dispenser mardi prochain un certain nombre d'heures de cours dans 3 classes de première D du dit établissement. Monsieur Ndo doit dispenser 2 heures en première D1 et 1 heure en première D2. Monsieur Nana doit dispenser 1 heure en première D1 et 1 heure en première D2, une également en première D3. Et enfin, Monsieur Fégué doit dispenser 1 heure en première D1, 1 heure en première D2 et 2 heures en première D3. Le censeur de l'établissement aimerait produire un planning de mardi pour ses professeurs. Combien faut-il de plages horaires? Combien faudrait-il de plages horaires, entre parenthèses, nombre d'heures au minimum, parce que nous voulons minimiser ici. Aider le censeur à produire un planning d'emploi du temps du mardi pour ses professeurs. Voilà donc la situation problème. 3 enseignants doivent passer dans les 3 classes de première et le premier doit faire 2 heures dans la première D1 et 1 heure en première D2. Le second, Monsieur Nana, doit faire 1 heure en première D1 et 1 heure en première D2 et 1 heure en première D3. Monsieur Fégué doit dispenser 1 heure en première D1, 1 heure en première D2 et 2 heures en première D3. Le censeur voudrait donc faire un planning de passage pour les classes de manière à minimiser le nombre d'heures de passage. Il est question pour nous donc d'aider le censeur à résoudre ce problème. Ça, c'est notre situation problème. Mais nous n'allons pas la résoudre immédiatement parce que nous n'avons pas en nous les ressources nécessaires pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, si vous êtes attentif pendant ce cours, je suis sûr et certain qu'à la fin de la leçon, nous serons capables tous de résoudre ce problème et d'aider le censeur à faire son planning. Voilà pourquoi j'attire encore l'attention des uns et des autres à être davantage concentrés. Activité d'apprentissage. Lors du passage des épreuves sportives au recrutement militaire, 5 candidats A, B, C, D et E doivent passer les disciplines suivantes. A doit passer la discipline de vitesse, de gym et de saut en hauteur. B doit passer la discipline de lancer de poids et de saut en longueur. C doit passer la discipline de vitesse endurance et de saut en hauteur. D va passer les disciplines de gym, lancer de poids et vitesse endurance. Et enfin, E doit passer les disciplines de vitesse et de saut en longueur. Sachant que chaque candidat ne peut se présenter qu'à une seule discipline par jour et que 2 disciplines passent chaque jour, quel est le nombre minimal de jours nécessaires à l'organisation de toutes les épreuves? Solution. Alors, associons à chaque discipline une lettre la représentant pour ne pas toujours l'appeler. On peut associer juste une lettre représentant chaque discipline. Par exemple, à vitesse, on associe la lettre V. Vitesse endurance, on associe la lettre E. Gym, on associe la lettre G. Saut en hauteur, on associe la lettre H. Saut en longueur, on associe la lettre L. Et lancer de poids, on associe la lettre P. Pour qu'un trait puisse relier 2 disciplines, il faut qu'un candidat passe les 2 disciplines. Oui, c'est naturellement. Si nous voulons les connecter par des traits, il faudrait que si un trait touche 2 disciplines, que ce soit qu'un candidat doit les passer. Alors, on obtient donc le schéma suivant. Lorsqu'on essaie de placer ces différents points dans le plan et qu'on essaie de les relier, on obtient donc le schéma suivant. Alors, observez correctement ce schéma, chers élèves. Alors, de l'exploitation de ce schéma, chaque tiers représente un jour d'examen, puisque, en réalité, on ne doit faire passer que 2 épreuves par jour au maximum. Donc, réellement, si nous relions 2 points par un trait, c'est que ça représente une journée. On a ainsi, si nous comptons, on a ainsi 9 jours au minimum. C'est-à-dire, il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On aura donc 9 jours au minimum pour les épreuves sportives du recrutement militaire. Alors, nous voyons que si nous utilisons, par exemple, un schéma pour pouvoir relier les disciplines, on va voir que ce schéma contient donc 9 traits.
Et comme deux disciplines sont reliées pour en faire une programmation de journée, puisqu'on a dit qu'il faut programmer au plus 2 disciplines par jour. Alors, quand nous comptons donc tous ces traits, nous constatons donc qu'ils sont au nombre de 9. Ça nous amène donc à comprendre que l'organisation aura 9 jours de programmation pour toutes les disciplines. La figure construite ci-dessous est appelée un graphe. Donc, ce schéma que nous avons utilisé pour pouvoir résoudre ce petit problème, c'est ça qu'on appelle en mathématiques un graphe. Et les disciplines sont des sommets. Les traits qui relient les sommets entre eux sont appelés les arêtes. Alors, à l'issue de cette activité d'apprentissage, nous allons immédiatement voir qu'il y a 3 mots nouveaux. Bref, pas nouveaux en tant que tels, mais que nous allons utiliser le plus souvent. Il y a le mot graphe, il y a le mot sommet, il y a le mot arête. Donc, on peut donc prendre un graphe comme un schéma qu'on dessine pour pouvoir résoudre un problème concret de programmation. On peut prendre par exemple le sommet comme étant un point qui appartient à ce schéma. On peut prendre donc l'arête comme étant un segment qui relie donc 2 points de ce schéma. Ces 3 vocabulaires sont donc maîtrisés déjà. Résumé. Définition. Un graphe fini G, VE, est défini par un ensemble fini V, comportant les éléments petit v1, petit v2 jusqu'à petit vn, dont les éléments sont les sommets, et un ensemble E, contenant les éléments E, petit e1, petit e2 jusqu'à petit em, dont les éléments sont les arêtes. Ça veut dire qu'on constitue un graphe en donnant l'ensemble de ses sommets et l'ensemble de ses arêtes. Une arête E de l'ensemble grand E est définie par une paire non ordonnée de sommets. Ça veut donc dire que quand il relie 2 points par un segment, si les points sont par exemple nommés A et B, on va dire que c'est l'arête qui relie A à B ou B à A. Parce que quand A est relié à B, c'est que B aussi est relié à A. Alors, on dit ici que si l'arête E relie les sommets A et B, on dira que ces sommets sont adjacents ou incidents avec E. Ou bien que l'arête E est incident avec les sommets A et B. Ça veut donc dire que 2 sommets sont adjacents s'ils sont reliés par une arête. Et lorsqu'une arête relie 2 sommets, on dit que les 2 sommets sont incidents à l'arête ou que les 2 sommets sont adjacents à l'arête. Ou que l'arête est incidente aux deux sommets. Exemple. Dans le graphe de notre activité d'apprentissage, si vous observez bien, on va définir par exemple les sommets. Par exemple, si je regarde les sommets, je vais voir H, je vais voir G, je vais voir F, je vais voir L, je vais voir V et je vais voir P. Ça va faire en tout 6 sommets. Si je regarde les différentes arêtes, il y a l'arête qui relie H à G ou G à H. Il y a l'arête qui relie G à F. Il y a l'arête qui relie G à P. Celle qui relie G à V. Celle qui relie H à V. Celle qui relie H à I. Et celle qui, ainsi de suite. Donc, on peut définir un graphe par l'ensemble de ces sommets et l'ensemble de toutes ces arêtes. Et puisqu'on dit que l'arête, c'est une paire de 2 points. Donc, quand je mets déjà la paire AB, ça veut dire que c'est l'arête qui relie A à B et réciproquement. Alors, on va évoluer. On appelle ordre d'un graphe le nombre de sommets n de ce graphe. Ainsi, l'ordre de notre graphe de la situation problème est 6, ce qui est naturel parce que dans notre situation problème, pour la résoudre, nous avons placé 6 points, respectivement H, G, V, L, P et E. Ça veut donc dire que ces différents points sont au nombre de 6. Ils constituent donc l'ordre du graphe. Ça veut dire que notre graphe de l'activité d'apprentissage, c'est un graphe d'ordre 6. Bien, représentation graphique. Les graphes tirent un nom du fait qu'on peut les représenter par des dessins. À chaque sommet du graphe G, on fait correspondre un point distinct de P et on relie les points correspondant aux extrémités de chaque arête.
Il existe donc une infinité de représentations pour un graphe. Ça veut dire que, comme nous avons fait le schéma tout à l'heure pour notre activité d'apprentissage, quelqu'un pouvait dessiner autrement. Donc, il existe donc une infinité de représentations graphiques d'un graphe. Les arêtes ne sont pas forcément rectilignes. On peut dessiner un graphe dans le plan sans qu'aucune arête ne coupe une autre. On dit que le graphe est planaire. Alors, exemple, si nous regardons minutieusement l'exemple, le graphe de la situation, d'abord commençons par le graphe de notre situation problème. Le graphe de notre situation problème n'est pas planaire parce que là-bas, il y a deux arêtes qui se croisent. Alors que dans l'exemple ci-dessus, nous avons deux graphes. Un graphe qui est planaire et un graphe qui est non planaire. Le graphe de gauche est non planaire parce qu'on voit que l'arête qui relie 1 à 4 croise l'arête qui relie 2 à 5. Donc, c'est un graphe qui est non planaire. Alors que dans le graphe de droite, aucune arête ne croise l'autre. Alors, lorsqu'un graphe est dessiné comme ça, on dit que c'est un graphe planaire. Voilà. Quelques types de graphes. Un graphe est dit simple si au plus une arête relie deux sommets et s'il n'y a pas de boucle sur un sommet. On peut imaginer des graphes avec une arête qui relie un sommet à lui-même, c'est-à-dire une boucle, ou plusieurs arêtes reliant les deux mêmes sommets. On appelle ces graphes des multigraphes. Exemple, quand je prends le graphe de l'exemple qui suit, c'est un multigraphe parce que nous voyons que 2 et 3 sont reliés par deux arêtes. Un est relié à lui-même par une arête, c'est-à-dire une boucle. Là, ce n'est pas des graphes simples, ce sont des multigraphes. Donc, il faut faire la différence entre un graphe simple et un multigraphe, chers élèves. Parce que pour le graphe simple, on ne peut pas trouver deux points qui sont reliés par deux arêtes ou bien une boucle. On ne peut pas rencontrer une boucle dans un graphe simple. Alors, donc, quand le graphe d'IA comporte une boucle ou bien que deux sommets sont reliés par plusieurs arêtes, on dit donc que c'est un multigraphe. Alors, à la ligne, un graphe est dit connexe s'il est possible à partir de n'importe quel sommet de rejoindre tous les autres en suivant les arêtes. Un graphe non connexe se décompose en composantes connexes. Ça, c'est clair. Donc, le graphe sera dit connexe si on peut quitter de n'importe quel sommet et rejoindre l'autre en passant par une arête. Exemple, sur le graphe ci-dessous, les composantes connexes sont 1, 2, 3, 4. Quand je prends 1, 2, 3, 4, alors c'est clair que là-bas, ils sont reliés. Alors que 5 et 6 est séparé de 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que le graphe ci-dessous a donc deux composantes connexes. Il y a d'abord un premier sous-graphe, 1, 2, 3, 4, et un autre, 5, 6. Donc ça, c'est un graphe qui est non connexe. Bref, on va comprendre un graphe connexe comme étant un graphe fait d'un seul morceau, qu'on ne peut pas séparer. Alors, s'il est déjà fait de plusieurs morceaux séparés, alors le graphe n'est plus connexe, chers élèves. Donc, quand vous observez un graphe, il faut faire la différence. Si vous constatez que le graphe est fait de plusieurs petites parties séparées, alors ce graphe n'est pas connexe. Mais s'il est fait d'un seul ensemble, ce qui est connexe, ça veut dire qu'il y a toujours un chemin qu'on peut prendre pour quitter d'un sommet à un autre. Alors, un graphe est dit complet si chaque sommet du graphe est relié directement à tous les autres sommets. Donc, quand vous voyez un graphe complet, je quitte de n'importe quel sommet et je vais vers un autre sommet directement, sans passer par un autre. Forcément, là, j'ai un graphe complet. Et je vous ai dit ici, chers élèves, nous sommes à l'introduction de la théorie des graphes. Ça veut dire que nous mettons sur pied les éléments fondamentaux, un vocabulaire particulier, pour vous amener déjà à mobiliser un certain nombre de ressources, de manière à pouvoir parler et schématiser même et comprendre même un graphe. C'est très important. Donc, quand nous prenons l'exemple, le graphe complet K5, alors, il a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 sommets. Alors, vous allez voir que chaque sommet est lié directement à un autre. Chaque sommet est lié directement à un autre. Alors, si nous descendons légèrement, alors un graphe est biparti si ces sommets peuvent être divisés en deux ensembles X et Y
De sorte que tous les arrêts du graphe relient un sommet dans X à un autre sommet dans Y. Ça, c'est très important. En exemple, dans le graphe ci-dessous, X, par exemple, si on prend X1, 2, les sommets 1, X, le graphe constitué des sommets 1, 3 et 5, et on prend Y, le sous-graphe constitué des sommets 2 et 4, ou vice-versa, tous les arrêts du graphe relient les sommets dans X à un sommet dans Y. Il suffit seulement d'observer. Quand vous regardez ce graphe, il est biparti. Parce que quand vous prenez 1 relie 4, 1 relie 2. Quand vous prenez 3 relie 4. Quand vous prenez 5 relie 2 et 5 relie 4. Ça veut dire que tous les sommets du premier graphe relient au moins les sommets du deuxième graphe. Là, c'est un graphe biparti. Alors, graphe partiel et sous-graphe. Soit G, VE, un graphe. C'est-à-dire que V, c'est l'ensemble de ses sommets et E, c'est l'ensemble de ses arêtes. Le graphe G', V, E', est un graphe partiel de G si E' est inclus dans E. Autrement dit, on obtient G' en enlevant une ou plusieurs arêtes dans G. Ça veut donc dire qu'on va comprendre clairement qu'un sous-graphe d'un graphe est une partie qu'on a pris dans le graphe. Ça dit que je viens dans un graphe, j'ôte une partie, cette partie s'appelle un sous-graphe, pourvu que cette partie ne quitte que du graphe en question. Donc, un sous-graphe est bel et bien entendu comme un sous-ensemble d'un ensemble. Ça dit qu'on est venu dans le graphe, on a enlevé une partie. Alors, pour un sous-ensemble de sommet A inclus dans V, le sous-graphe de G induit par A est le graphe GAEA, dont l'ensemble des sommets est A et l'ensemble des arêtes est E de A, est formé de toutes les arêtes de G ayant leurs deux extrémités dans A. Ça, c'est aussi clair. Autrement dit, on obtient G' en enlevant un ou plusieurs sommets du graphe G, ainsi que toutes les arêtes incidentes à ce sommet. C'est clair. Ça veut donc dire que pour fabriquer les sous-graphes, on vient dans un graphe et on enlève des parties. Exemple, regardez bien, observez bien l'exemple. Alors, quand je prends le graphe G, ses sommets, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vois bien que 1 est relié à 3. 1 est relié à 4. 2 est relié à 3. 3 est relié à 4. 4 est relié à 5 et 5 est relié à 6. Alors, ça veut donc dire que si je compte les arêtes, ça va donner de 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes. Maintenant, quand je prends le graphe partiel de G, où on a pris 1, 4, on a pris 1, 2, 3, mais sauf qu'on a enlevé certaines arêtes. Par exemple, l'arête qui reliait 3 à 4 est quittée. L'arête qui reliait 4 à 5 est aussi quittée. Là, on obtient un graphe partiel. Il a les mêmes sommets que l'ancien graphe, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il n'a plus le même nombre d'arêtes. Là, c'est un graphe partiel de G. On peut aussi fabriquer un sous-graphe comment? On vient, au lieu de prendre tous les sommets, on diminue. On prend par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, on prend ici, on voit donc que 1 est relié à 3, comme dans le graphe. 2 est relié à 5, comme dans le graphe. 5 est relié à 6, comme dans le graphe. Ça veut dire qu'on a encore venu davantage diminuer les arêtes. Donc, on fabrique donc des graphes partiels. On maintient le nombre de sommets, mais on diminue les arêtes. Là, on a des graphes partiels. Un graphe partiel d'un sous-graphe est un sous-graphe partiel de G. C'est clair parce que ça veut dire que la partialité est un peu transitive. Si je viens dans un graphe, je prends un graphe partiel. Je pars dans ce graphe partiel, je prends encore un autre graphe partiel. Alors ce nouveau graphe partiel que j'ai pris est un sous-graphe partiel du premier graphe. Ça veut dire que la partialité est donc transitive. Si je prends G', sous-graphe partiel de G, G second, sous-graphe partiel de G', alors clairement, G second est sous-graphe partiel de G. C'est ce qu'on est en train de vouloir dire. Alors, on appelle clic un sous-graphe complet de G. Donc, si j'extrais un sous-graphe de G qui est complet, alors c'est un clic. Exemple. Dans le graphe G ci-dessus, le sous-graphe K, VE et V
1, 2, 3, 1, 3, 4, E, 1 à 3, 1 à 4, 3 à 4 est clic. C'est un clic. Alors, ça veut dire que si on remonte dans l'exemple, on va voir directement que le sous-graphe-ci est un clic. Alors, le degré maintenant. Parlons du degré, chers élèves. Le degré d'un sommet. On appelle degré du sommet V et on note D de V, le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet. Et on demande de se méfier, attention, une boucle sur un sommet compte double. Donc le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet. Et on dit qu'une boucle sur un sommet est comptée double. Dans un graphe simple, on peut définir le degré d'un sommet comme étant le nombre de voisins. Entre parenthèses, la taille de son voisinage, c'est clair. Par exemple, dans le multigraphe ci-dessous, on a, si je regarde le sommet V1, V1 est relié à V2, V1 est relié à V3, et c'est tout. Ça veut dire que le sommet le degré de V1, c'est 2, puisqu'il y a deux arêtes incidentes à V1. Quand je prends V2, V2 est relié à V1, V2 est relié à V3. Clairement, le degré de V2, c'est 2. Quand je prends V3, V3 est relié à V1, V3 est relié à V5 et V3 est relié à V4. Ça veut dire qu'il y a 4 arêtes incidentes à V3. Le degré de V3, c'est donc 4. Quand je prends V5, V5 est relié à V3 et possède une boucle. Et on a dit que la boucle compte double. Ça veut donc dire que le degré de V5, c'est 3. Donc, voilà comment est-ce qu'on détermine le degré d'un sommet dans un graphe. Sur le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet. Donc, quand je prends le sommet, je me pose la question, ce sommet est relié à qui? Ce sommet est relié à qui? Ce sommet est relié à qui? S'il y a déjà une boucle dans ce sommet, c'est qu'il y a compté double. Ainsi de suite. Alors, théorème. Lemme des poignées de main. La somme des degrés des sommets d'un graphe est égale à 2 fois le nombre d'arêtes. Ça veut dire que connaissant même les degrés d'un graphe, connaissant les degrés de chaque sommet d'un graphe, si nous sommons, nous pouvons déduire le nombre d'arêtes. On dit que la somme des degrés de chaque sommet d'un graphe, c'est le double du nombre des arêtes du graphe. Vérifions un peu. Degré d'un graphe. Alors, dans l'exemple ci-dessous, le degré du graphe est 4. Alors, en réalité, quand je veux savoir le degré d'un graphe, chers élèves, j'ai besoin ici de connaître d'abord le degré de chacun de ces sommets et prendre le max. Ça veut dire que si j'ai 3 sommets, un a des degrés 1, l'autre c'est degré 2 et l'autre c'est degré 3, alors le degré, c'est le degré du plus grand, c'est-à-dire 3. Alors, chers élèves, vous voyez ici que l'introduction à la théorie des graphes est essentielle pour un début parce que nous vous donnons ici d'abord les éléments nouveaux, les petites définitions. Alors, je vous propose donc de prendre une petite pause et retrouvons-nous tout de suite pour la suite. Merci. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Merci. Alors, chers élèves, comme je le disais tout à l'heure, ce chapitre sur l'introduction de la théorie des graphes va être un peu trop de littérature parce que nous vous donnons ici les fondamentaux. Vraiment, soyez patients, soyez attentifs et observez beaucoup. Parce que pour un début, vous devez connaître les définitions, vous devez connaître les concepts. Voilà pourquoi on insiste beaucoup. On fait trop de littérature, mais c'est très important. Alors, je disais tantôt que le degré d'un graphe, pour déterminer le degré d'un graphe, je dois connaître le degré de tous ces sommets et prendre le plus grand. Bien.
Alors, on dit ici, dans l'exemple ci-dessous, le degré du graphe est 4 à cause du sommet V3. Quand je regarde le sommet V3 est relié, il a 4 arêtes incidentes. Ça veut donc dire que c'est un graphe de degré, lui est un sommet de degré 4. Son degré est le plus grand dans le graphe. Ça veut dire que c'est lui qui porte le degré du graphe. Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier. Ça veut dire que si dans un graphe, chaque sommet a le même degré, alors le graphe est régulier. Vous n'avez qu'à voir le cube dans l'activité d'entrée. Le cube, chacun des sommets du cube là avait forcément 3 arêtes. Et comme chacun était de degré 3, alors c'est une figure régulière, c'est un graphe régulier. Alors, si le degré commun est K, on dit que c'est un graphe régulier, c'est un graphe K régulier. Donc lorsqu'on va dire qu'un graphe est 2 régulier, ça veut dire que c'est un graphe régulier de degré 2. Quand on va dire qu'il est 5 régulier, c'est que c'est un graphe régulier de degré 5. Alors, chaîne et cycle. Une chaîne dans un graphe est une suite ayant pour éléments alternativement des sommets et des arêtes. Ça veut dire que pour fabriquer une chaîne, je quitte d'un sommet, d'une arête, je suis l'arête, j'arrive à un sommet, je suis encore l'arête, ainsi de suite. Là, je fabrique une chaîne. On dit commençant et se terminant par un sommet. Ça veut donc dire que la chaîne doit commencer par un sommet et se terminer aussi par un sommet. Et tel que chaque arête est encadrée par ses extrémités. C'est vrai. Puisque si ça commence par un sommet et ça finit par un sommet, forcément, chaque arête sera encadrée. Alors, on dira que la chaîne relie le premier sommet de la suite au dernier sommet. En plus, on dit que la chaîne a pour longueur le nombre d'arêtes de la chaîne. Donc la longueur d'une chaîne, c'est le nombre d'arêtes qui constitue la chaîne. Donc si dans ma chaîne, je constate qu'il y a 2 arêtes, c'est que c'est une chaîne de longueur 2. Si je constate que la chaîne a 3 arêtes, c'est une chaîne de longueur 3. Exemple. Alors nous allons passer à la page suivante pour l'exemple. Le graphe ci-dessous contient, entre autres, les chaînes V1, E1, V2, E2, V3, E5 et V5. Il y a aussi la chaîne V4, E4, V3, E2, V2, E1 et V1. Alors, ce sont des chaînes. On peut prendre, vous n'avez qu'à observer, chers élèves, vous allez voir comment la chaîne commence. Par exemple, si je prends la deuxième chaîne, je commence à V4, je suis l'arête E4, je tombe à V3, je suis l'arête E2, je tombe à V2 et je suis l'arête E1 pour tomber à V1, commençant toujours par un sommet et se terminant par un sommet. On ne change pas la chaîne en inversant l'ordre des éléments dans la suite correspondante. Ainsi, les chaînes V1, E1, V3, E4 et V4 et les chaînes V4, E4, V3, E3 et V1 sont identiques. Ça veut donc dire que si je commence par un sommet pour finir à un autre sommet, je pouvais commencer par ce dernier sommet pour finir au sommet de début. C'est la même chaîne. Alors, on va poursuivre donc plus bas notre travail, chers élèves, avec la notion de graphe eulérien. Alors, on appelle cycle eulérien d'un graphe G un cycle passant une seule fois par chacune des 6 arêtes. On appelle cycle eulérien d'un graphe G un cycle passant une seule fois par chacune des arêtes de G. Ça veut donc dire que si dans un cycle, on passe une seule fois sur chacune des arêtes, alors ce cycle est eulérien. Un graphe est dit eulérien s'il possède un cycle eulérien. Ça veut dire que si dans un graphe, on peut en sortir un cycle eulérien, alors on dira que ce graphe est eulérien. On appelle chaîne eulérienne d'un graphe G une chaîne passant une seule fois par chacune des arêtes de G. Un graphe ne possédant que des chaînes eulériennes est semi-eulérien. Plus simplement, on peut dire qu'un graphe est eulérien ou semi-eulérien s'il est possible de dessiner le graphe sans lever le crayon et sans passer 2 fois sur la même arête. Ça veut donc dire que plus facile à comprendre. Un graphe est dit eulérien si je peux le dessiner sans lever le crayon.
et sans passer 2 fois sur la même arête. Là, c'est un graphe eulérien. Exemple. Quand je prends le graphe représenté ci-dessous, ce graphe qui a pour sommet 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est un graphe eulérien. Le graphe ci-dessous est eulérien car il admet au moins un cycle eulérien. Si je prends le cycle 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 et 1. Si je prends aussi le cycle 1, 4, 2, 5, 1, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, ce sont des cycles eulériens. Donc ça, c'est un graphe eulérien. Alors, exercice d'application. Primo, nous allons commencer par résoudre la situation problème parce que nous avons déjà assez de ressources qui nous permettent de répondre à la situation problème, qui était d'aider le censeur de l'établissement à pouvoir établir une plage horaire pour la journée du mardi, pour chaque enseignant. Alors, désignons donc par P1, P2 et P3 respectivement les enseignants M. Ndo, M. Nana et M. Fégué. Ça veut donc dire qu'on va remplacer M. Ndo par P1, M. Nana par P2 et M. Fégué par P3. Et par C1, C2 et C3 respectivement, les classes de première D1, D2 et D3. Donc on va appeler la première D1 C1, la première D2 C2 et la première D3 C3. Alors on obtient le graphe bipartite suivant. Quand nous observons, chers élèves, ce graphe minutieusement, on va voir donc que P1 est relié doublement à C1. P1 est relié à C2. P2 est relié à C1, P2 est relié à C2 et P2 est relié à C3. On va voir que P3 est relié à C1, que P3 est relié à C2 et que P3 est doublement relié à C3. N'oublions pas qu'il y a certains enseignants qui devaient faire 2 heures de cours dans une des classes. Voilà pourquoi les doubles traits. Et si nous regardons plus à droite, nous allons voir que les traits là, on a matérialisé les arêtes par des couleurs. Par exemple, quand je prends la couleur verte, l'arête verte, ça fait P1. L'arête verte relie P1 à C1, P2 à C2 et P3 à C3. Ça fait déjà une plage horaire. L'arête rouge relie P1 à C1, P2 à C3 et P3 à C2. Ça fait encore une plage horaire. L'arête violette relie P1 à C2. Alors, ça fait également une autre plage horaire. En colorant les arêtes de ce graphe, une couleur, une heure d'horaire, de l'horaire, en prenant garde que chaque sommet n'a pas 2 arêtes incidentes de même couleur, on obtient donc le résultat de droite. Dans ce graphe coloré, on tire l'horaire, c'est-à-dire l'emploi des temps suivant. Première heure, pour la première D1. La première D1 va recevoir M. Ndo en premier. Pendant ce moment, la première D2 reçoit M. Fégué et la première D3 reçoit M. Nana pour la première heure. Pour la deuxième heure, la première D1 reçoit toujours M. Ndo. La première D2 reçoit M. Nana et la première D3 reçoit M. Fégué. Et pour la troisième heure, la première D1 ne reçoit aucun enseignant. La première D2 reçoit M. Ndo. La première D3 reçoit M. Fégué. Et enfin, pour la quatrième heure, la première D2 reçoit M. Ndo. La première D2 ne reçoit aucun. Et la première D3 reçoit, la première D3 ne reçoit aucun. Et la première D1 reçoit M. Fégué. Ce qui nous donne l'emploi des temps à observer. Alors, chers élèves, prenez la peine d'observer. Vous voyez qu'en utilisant un graphe bipartite, on a pu aider l'enseignant ou le censeur à programmer
les enseignants qui passaient le mardi dans les premiers D en utilisant le minimum d'heures de cours possible. Vous voyez une fois de plus que la théorie des graphes ou les graphes sont nécessaires dans des problèmes de programmation. Il suffit seulement de voir le problème posé qui a été résolu en utilisant un simple graphe biparti. Alors, exercice 2. Un tournoi d'échecs oppose 6 personnes. Chaque joueur doit affronter tous les autres points. Construisez un graphe représentant toutes les parties possibles. Quel type de graphe obtenez-vous si chaque joueur ne joue qu'un match par jour? Combien de jours faudra-t-il pour terminer le tournoi? Aidez-vous du graphe pour proposer un calendrier de match. Chers élèves, voici encore une situation de vie. L'organisation d'un tournoi d'échecs opposant 6 personnes. Alors, solution. On obtient le graphe complet, puisque chacun va affronter, comme chaque candidat va affronter tous les autres adversaires, on aura un graphe complet parce que chacun sera directement relié, chaque sommet sera directement relié à l'autre. Et tous les sommets auront donc le même degré. Par exemple, chaque sommet aura pour degré 5. Il faudra donc 5 jours de tournoi. Et voici le calendrier possible. Premier jour, 1 oppose 2, 3 oppose 4 et 5 oppose 6. Deuxième jour, 2 oppose 3, 4 oppose 5 et 1 oppose 6. Troisième jour, 1 s'oppose à 3, 4 s'oppose à 6 et 2 s'oppose à 5. Quatrième jour, 2 s'oppose à 4, 1 s'oppose à 5 et 3 s'oppose à 6. Et le dernier jour, 1 s'oppose à 6, 2 s'oppose à 6 et 3 s'oppose à 5. Alors, vous n'avez qu'à observer les graphes ci-dessous pour voir qu'il y a des traits qui sont plus forts que les autres. C'est les différents matchs qu'on va enregistrer ce jour-là. Et vous allez voir que sur chaque graphe qui est représenté, il y a 3 traits forts. Il faut aller un peu plus bas. Vous allez observer que sur les 5 graphes, dans le premier graphe, vous avez vu bien que un trait fort relie 1 à 2. Ça veut dire que l'adversaire, le joueur 1 va s'opposer au joueur 2. Un trait noir relie 3 à 4. Ça veut dire que le joueur 3 va s'opposer au joueur 4. Et un autre trait relie 5 à 6. Ça veut dire que le joueur 5 va s'opposer au joueur 6. Et en consultant donc tous les autres graphes, vous voyez donc toutes les oppositions possibles. Ce qui nous sort le calendrier ci-dessus. Donc ce calendrier a été conçu en exploitant donc les graphes. Et c'est un graphe complet parce que tous les sommets avec le même degré. Alors, chers élèves, voici devant nous cette première leçon d'introduction à la théorie des graphes qui vous est nécessaire pour vous qui arrivez en première et qui allez poursuivre des études à venir. Vous devez maîtriser le langage de la théorie des graphes, savoir ce que c'est qu'un graphe, savoir ce que c'est qu'un sommet sur un graphe, une arête, le degré d'un sommet, le degré d'un graphe, le nombre d'arêtes d'un graphe, par exemple, la nature des graphes, par exemple, des graphes simples, les graphes bipartis, les graphes complets, savoir extraire un sous-graphe d'un graphe, savoir remarquer une boucle dans un graphe, savoir faire la différence d'un graphe simple à un multigraphe, ainsi de suite. Savoir utiliser un exercice de vie active et le schématiser sous forme d'un graphe et l'exploiter. Alors, chers élèves, nous ne pourrons fermer cette leçon sans s'amuser au jeu bilingue. Alors, souffrez que je puisse parler maintenant en anglais. Now, we are going to translate in English some few words that we have used in this lesson. Théorie des graphes, graph theory. Sommet, vertice. Arête, edge.
Degré d'un graphe, degree of graph. Donc, en réalité, chers élèves, nous avons un peu transcrit quelques mots de notre leçon en anglais. Il nous est demandé chaque fois, après chaque leçon, de pouvoir s'amuser au jeu bilingue. C'est-à-dire en transcrivant certains mots utilisés dans la leçon en anglais. Par exemple, théorie des graphes, graph theory, sommet, vertice, arête, hitch, et degré d'un graphe, par exemple, degree of graph. Alors, c'est pour vous amener à vous outiller du bilinguisme parce que même certains livres que vous aurez exploités, certains meilleurs livres de sciences que vous aurez exploités seront en anglais. Habituons-nous déjà aussi à parler les deux langues. Alors, chers élèves, voici donc la leçon sur la théorie des graphes, sur l'introduction à la théorie des graphes achevée. Tout ce que je peux vous demander, c'est de bien enregistrer ce cours, de le relire parce qu'il est détaillé avec les exemples. C'est vrai qu'on allait vite, mais c'est parce que c'est l'initiation. De le lire et de le refaire très bien. Et nous nous reverrons à très bientôt pour les exercices. Je vous remercie.